Salut Naoufel. Salut Jalil. Alors merci de nous avoir accordé cette interview Avec ici plaisir. dans cette salle de sport. Giga Gym, mon partenaire. Voilà, Giga Gym, le partenaire. Voilà, on reste dans la thématique du sport, bien sûr, qui est indispensable, la musculation pour. La musculation, ouais, après c'est un petit peu tout, il y a de la préparation physique, il y a une cage de crossfit, il y a du cardio aussi, donc c'est vrai que ouais, c'est en plus de l'entraînement boxe, c'est vrai que c'est important d'avoir aussi un espace pour la préparation physique. D'accord. Tu vois, j'ai oublié de prendre ça. C'est pas grave, on va faire le montage. Alors Naoufel, on va te présenter un petit peu à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors boxeur de 30 ans, dans la catégorie des poids lourds. Jeune trentenaire, hein, il n'y a pas longtemps que j'ai jeune trentenaire, voilà, donc bon anniversaire, alors ça fait pas longtemps que 37 ans encore. tu les as eu. Donc catégorie des poids lourds, 2 mètres, à peu près 110 kilos. Ouais. Voilà, c'est ça, Ouais. à quelques kilos près. Exactement. Donc voilà, concernant le palmarès, sont 14 victoires, dont 8 remportées par KO, et seulement une défaite. On va parler justement de cette défaite. Ouais, Donc tu as été inactif depuis déjà juin 2014. Ouais, j'ai eu une grosse interruption depuis le mois de juin 2014 et ma défaite entre guillemets Suite à une blessure, contre Erkan Teper en championnat de l'Union Européenne, exactement. Voilà. Donc c'était, voilà, t'es obligé d'arrêter t'as abandonné entre guillemets à cause justement de cette blessure. J'ai été contraint d'abandonner à l'appel du 7e round. Après voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans ce combat. C'est pas des excuses. Moi je suis pas dans les excuses. Les boxeurs en général. Ceux qui aiment le combat n'aiment pas les excuses, mais voilà, j'ai été prévenu une semaine, exactement 9 jours avant le combat. C'est pas une semaine et c'est pas 10 jours. Il était prévenu 9 jours avant. C'était Diopa, hein. C'était Johan Diopa qui devait boxer, qui a déclaré forfait. Exactement, ouais, qui devait défendre sa ceinture contre Erkan Teper. Du coup, il n'a pas pu défendre sa ceinture. La ceinture est devenue vacante. Ils l'ont destituée, elle est devenue vacante. Moi, j'étais pas forcément hyper bien entraîné, mais je sentais que le challenge était possible et que Erkan Teper était prenable, était à ma portée. Et ce qui s'est vu d'ailleurs pendant le combat après. Déjà tu menais. Le combat s'est fait et pour un juge sur 2, sur 3, bizarrement j'étais en avance. Les autres, je sais pas s'ils se sont ligués ou s'ils avaient un bandeau sur les yeux, mais j'étais en retard pour eux. Donc voilà, pour moi, voilà, le combat n'était pas à ma portée, mais on va dire que pour moi, sans la blessure, normalement, tu aurais eu toutes les chances. Ouais, j'étais pas dominé. Je lui coupe l'arcade aussi. On peut voir aussi pendant le combat qui est disponible aussi sur YouTube, qu'il est vraiment asphyxié quand il est dans le coin, qu'il a l'arcade ouverte. Ouais, voilà, ouais. Et que même toi, quand tu parles avec ton entraîneur, t'as pas l'air essoufflé. Après, c'était surtout au niveau de ma main que j'avais peur. Parce que voilà, on est des boxeurs, mais après. Faut faire attention à la santé. Après, exactement. Les mains, on en a besoin tous les jours. C'est indispensable. On est boxeur pendant un certain nombre d'années, mais après, les mains, on en a besoin. Bien sûr, c'est un outil indispensable tous les jours, ne serait-ce que pour manger, pour se laver. Voilà, les mains, je sais pas quoi. C'est normal. C'est vrai que se casser une main en combat et après risquer d'avoir des séquelles et puis après j'ai déjà eu des blessures pendant ma carrière amateur au niveau de la main droite, donc j'ai eu vraiment peur que ce soit voilà quoi, définitif. J'ai plus 22 ans, j'ai plus 19 ans. Voilà, je me suis rapproché de la trentaine. Et t'es encore jeune quand même. On dit qu'en poids lourd, voilà, on arrive en pleine maturité à 30 ans. Paraît-il, mais effectivement, c'est moins facile de récupérer à 30 ans qu'à 22 ou à 19. Ouais, exactement. Donc le combat, j'ai pris la décision d'arrêter malgré contre l'avis plutôt de mon coin, parce que mon coin me voyait en avance. Tu pouvais continuer. Voilà, que l'arcade de Teper était coupée, que le lendemain l'arbitre espagnol du combat nous dit si j'avais fait 2 rounds à tourner en plus, je gagnais le combat sur blessure. Mais voilà, c'était entre une ceinture et ma main, je préfère ma main. Ça, quand on est professionnel, il faut vraiment savoir prendre ce genre de décision aussi. Voilà. Non, l'intégrité physique, c'est ce qui est le plus important. C'est de savoir si le boxeur se respecte ou pas. Il y en a qui disent je vais laisser ma santé sur le ring. Moi, je préfère pas. On la laisse déjà tous les jours à l'entraînement. On en laisse en sparring, on en laisse dans les autres combats, même s'il y a certains combats qui sont faciles, et bien malgré tout physiquement, ça nous éprouve même psychologiquement. C'est pour ça que la boxe c'est un sport qui
qui a pas d'égal. C'est pour ça qu'on dit que c'est le noble art, c'est parce que voilà, il n'y a aucun, je pense, aucun autre sport qui est égal à la boxe. Donc c'est vrai que voilà, il faut malgré tout avoir un peu de jugeote et se dire voilà, quand il faut arrêter, il faut savoir dire stop. Donc tu as appris que l'arbitre t'avait dit qu'en encore 2 rounds, il stoppait le combat. Donc voilà, ça t'a réconforté un petit peu dans le fait que tu étais quand même supérieur à ce boxeur. Et en plus, il n'y a pas longtemps, on a appris qu'il était dopé en fait. Il s'était dopé pour le combat. À la nandrolone et à différentes substances anabolisantes. On a appris ça donc au mois de décembre dernier. Oui. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Erkan Teper devait affronter Robert Helenius pour le titre. Ce qui s'est pas su, voilà. C'est le titre européen, pas l'Union européenne, mais championnat d'Europe. Pour une demi-finale IBF. En plus, c'était un championnat d'Europe EBU et une demi-finale IBF. Ce qui se sait moins, c'est qu'en coulisses, moi, on m'avait proposé, on m'avait dit, tiens-toi prêt, si un des deux se blesse, tu le remplaces. Donc j'aurais pu boxer à ce moment-là contre ou Helenius ou Teper. Donc finalement ça a été ni l'un ni l'autre parce que Teper a été contrôlé positif. On a appris qu'il a été contrôlé contre David Price, qu'il avait assommé en 2 rounds. Contre Duhaupas aussi. Oui, contre Duhaupas non. Il a été contrôlé positif contre David Price donc en mai 2015 il me semble, mai ou juin 2015 et contre moi en juin 2014 donc 1 an plus tôt. Ce qui s'est passé c'est que la fédération allemande n'a pas transmis les résultats positifs du contrôle. Non, elle ne les a pas transmis du tout à l'OBU. Carrément. Voilà, donc là, nous, on est en train de faire les démarches auprès des instances pour que déjà nos résultats soient changés, que ce soit le mien ou celui de David Price, parce qu'au début, ils avaient changé le résultat de David Price en no contest, donc ils devaient changer le mien par la même occasion. Et là, on a appris que finalement, le no contest a été enlevé, que c'est toujours une défaite, chose qui n'est pas normale. Voilà, le mec se dope. Ouais. David Price, c'était un no contest alors, ils l'ont changé? David Price, son équipe a demandé un no contest, donc le BU a mis un no contest. Et derrière, ça a été une nouvelle fois changé parce que Erkan Teper fait appel. Il fait appel, je ne comprends pas pourquoi. On a même retrouvé de la cocaïne apparemment chez lui. Donc c'est dommage hein, parce que ça avait l'air d'être un gentil garçon. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, quoi, avec des preuves accablantes comme ça, à faire appel. Après, il y a une justice. Donc espérons qu'on retombe sur nos pattes parce que moi, voilà, ça m'a mis un énorme frein dans ma carrière. Voilà, je me suis gravement blessé. Les gens disaient que quasiment j'avais arrêté la boxe. Donc parce que voilà, j'avais plus la motivation, j'avais mal à la main, je voulais plus m'entraîner. Et donc pour David Price aussi, David Price qui sortait de deux défaites, Tony Thompson. Donc là aussi lui pareil, ça, là, tout le monde a dit ouais, voilà, il va stopper sa carrière. En gros voilà, c'est dommage, il a 32 ans et c'était donc voilà, sous couvert de dopage, il y a deux carrières qui en ont pâti. Voilà, après pour mon cas, je me prononce pas, mais David Price était annoncé comme le futur champion du monde des poids lourds. Exactement. Donc c'est vrai que c'est ça a stoppé sa carrière un petit peu. Exactement. Donc là tu as boxé, tu as effectué 2 combats, donc un au mois de novembre 2015 et un au mois de janvier 2016. Ouais. Voilà, 2 fois 6 rounds pour essayer de se remettre un petit peu sur les rails. Donc je voulais savoir, bon, 2 victoires bien évidemment au point, ce qui t'a permis de travailler un petit peu. Voilà, c'était pas la peine de chercher non plus le chaos, même si tu étais largement supérieur à ses adversaires, mais en tous les cas, est-ce que tu as retrouvé un petit peu les sensations? Après, le but, c'est vrai que voilà, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que moi j'avais prévu de reboxer déjà depuis le mois de septembre. En fait, depuis le mois de septembre, j'étais sur une reprise. Le truc, c'est qu'on ne me propose pas 1 million de combats, même en 6 rounds. Après, il y a des choses qui se disent en France, comme quoi je demande beaucoup d'argent, comme quoi si ça, alors que moi j'étais même prêt à boxer gratuit, ne serait-ce que pour monter sur le ring. Donc, on sait que tu as boxé contre des... Souvent, on va pas annoncer les prix quoi que ce soit, mais pour des sommes dérisoires. Non, c'est souvent comme ça, c'est que y a beaucoup de choses qui se disent en France sur moi, et malheureusement qui sont souvent fausses. Et c'est souvent en fait les gens, quand ils ont affaire à moi, voilà, qui se rendent compte qu'au final... tout ce qu'on leur a vendu, c'est du mensonge. Et c'est vrai que non, j'ai demandé à quelques clubs de me faire boxer. Il y en a, je sais qu'ils ne pouvaient pas forcément, puisqu'ils n'organisaient pas. Et puis d'autres qui ne voulaient pas parce que les on-dit fait que voilà, il ne faut pas forcément faire boxer Naoufel. Après, ça peut paraître un peu de théorie du complot, mais c'est malheureux à dire, mais c'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, j'ai pris les, 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 les,
en collaboration avec le club de Givors. Voilà, club de Givors qui m'a très bien accueilli, qui m'a pas mal aidé dans l'organisation de. Que l'on salue aussi au passage. Exactement, bien sûr, toute l'équipe de Givors. C'est un club avec lequel j'ai pris pas mal d'attaches. Que j'ai connu des années en arrière parce qu'ils avaient un très bon boxeur qui était en équipe de France qui s'appelle Mehdi Siouane. Et voilà, actuellement le président du club est un ami à moi. C'est même son père qui était mon tout premier entraîneur. Qui est l'entraîneur aussi actuellement de Michel Soro, c'est Monsieur Lomami. Voilà. Non, Monsieur Omrani, c'est son compère. C'est son compère. C'est un binôme qui entraîne. C'est Monsieur Omrani Faisal et Lomami Achille. Voilà. Et c'est ce Monsieur Achille Lomami qui m'a appris la boxe tout petit à l'âge de 12-13 ans. Et donc c'est son fils qui est aujourd'hui le président du club de Givors. Donc c'est comme ça qu'on s'en est retrouvé à organiser. Et donc comme tu l'as dit, on a organisé le 28 novembre 2015. Ouais. Et le 16 janvier 2016, donc voilà, deux galas en 7 semaines, en 7 semaines de délai. C'est pas évident, en plus ça, tu avais plusieurs casquettes pour l'organisation, courir à droite à gauche, trouver les partenaires. Je me suis investi, ouais. C'est vrai que voilà, on a profité de 2 événements en fait. Il y avait la finale championnat du Lyonnais le 28 novembre et on avait les pré-nationaux zone Est pour le 16 janvier. Donc c'était 2 fois 2 événements par lesquels on a clôturé. Donc, cerise sur le gâteau, on a profité pour remettre exactement. Pour remettre un combat. On a profité pour organiser 2 combats. Après, ça leur fait la promo, même toi ça vous arrange tous. Donc, voilà. Après moi ça m'a permis de remonter sur le ring. C'est bien. Ouais, de faire 12 reprises quand même en 2 mois, donc ça va quoi. Ouais, ça permet de. Après, il y a toujours les langues de commerce qui vont dire ouais, mais j'ai pris. Ah, mais faut pas s'occuper de ces langues. Et puis un gros lourd léger. Mais après, il faut savoir que. Non, c'est faut se remettre. On a demandé à des Français, non On a demandé à des Français. Des Français, ils voulaient pas, ils s'étaient pas intéressés. Qui n'étaient pas forcément intéressés. Après, ils ont leur raison, c'est normal. Mais après, on a fait comme on pouvait. Il y a un budget, voilà, il faut payer les boxeurs. De la com, les taxes fédérales aussi, qui coûtent très cher, qui ne sont pas gratuites. Voilà, surtout pour un petit club, sachant que ces 2 galas, on les a organisés sur mes sponsors personnels. On n'a pas demandé ni d'aide aux collectivités. On a vraiment voulu faire, voilà, nous avec les moyens du bord, faire ce qu'on pouvait. Et au final, c'est vraiment très bien passé parce que pour des premières organisations. Voilà, le club de Givors, ça devait faire, je crois, 20 ans qu'il n'avait pas organisé de gala. Donc, voilà, première depuis 20 ans. Amateurs, mais des galas comme nous on a fait, je veux dire, avec un DJ, avec du son et lumière, avec des combats professionnels, ça devait faire, je ne sais pas combien d'années qu'il n'y en avait pas eu. Donc, c'est vrai qu'au final, tout le monde était content parce que la ville a vu que le club se bougeait, qu'il y avait une nouvelle équipe dynamique. Les adhérents ont mis du leur aussi pour que tout se passe bien. Après, moi j'ai fait jouer sur mon réseau pour faire de la com. On avait pas mal de pubs sur les réseaux sociaux, on avait une pub radio, on avait aussi des petits jeunes qui allaient flyer de partout. Donc c'était vraiment un gros dispositif. Malgré que ce soit un petit gala, c'était malgré tout un gros dispositif. Un bon petit réseau et beaucoup de partenaires. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal. Il y avait beaucoup de casquettes, alors il fallait que tu cherches les sponsors, il fallait que au niveau de l'organisation, tu fais beaucoup de choses. Je tenais aussi à préciser que j'ai eu l'occasion de commenter des combats, dont 2 avec toi, avec Néophel. C'est vrai qu'on aurait. Ouais, championnat de France. Et au final c'était ce sera deux événements à marquer dans les annales, parce qu'on a fait un championnat d'Europe malgré tout. Non, championnat de France. C'était un championnat de France. On a fait un championnat de France des mi-lourds. Les mi-lourds avec Hugo Kaspersi contre Patrick Bois qui a gagné. C'était un très très beau combat, engagé. Très très beau combat. Hugo Kaspersi, qu'on le remercie, qu'on salue aussi au passage, qui nous a permis de pouvoir commenter en direct, qui nous a laissé des places sur le bord du ring. Exactement. Il faut vraiment le remercier. Il devrait bientôt boxer normalement contre Hakim Zulika. Contre Hakim Zulika qui est un ami aussi. Donc pareil, on a un très bel affrontement en perspective. Là, c'est au cercle d'hiver, je crois, le 12 mars. Le 12 mars. Hakim Zulika qui va pas venir pour faire de la figuration. Donc ça va être un très très beau combat. Hakim Zulika, il ne vient jamais pour faire de la figuration. Voilà, donc c'est pas un combat de. Voilà, ça va être vraiment, il va y avoir du suspense. Ouais. Les 2 boxeurs sont des battants. Ouais. Et le deuxième championnat de France, c'était le championnat de France des Supercoques. Ouais, c'est la première fois de ma vie que c'est arrivé. Entre Amor Beladjali et Badi Souari. Un Marseillais, ouais, Badi Souari. Qu'on félicite aussi parce qu'il est devenu champion de France le 8 janvier. Et voilà, un très très gentil garçon qu'on a vu qui a une très très bonne attitude malgré les débordements qu'il y a eu. Il faut préciser qu'il y a eu des débordements entre les supporters lyonnais et marseillais. Ouais. On va pas dire polémiquer, c'est la faute à l'un ou à l'autre. Mais malheureusement, on a dû stopper
les officiels ont dû stopper le combat. C'est une première, je crois. Je sais même pas si c'est déjà arrivé. Oui, je pense que c'est déjà arrivé. C'est très arrivé malheureusement à Lyon. Ouais. Mais à Lyon, j'étais très petit, on m'a raconté ça devait être en 88 ou 89. Ouais, il y a eu pareil, un championnat de France qui est. C'est très rare et voilà. C'est vrai que. Il y a eu quelques blessés, mais bon, voilà. Mais voilà, du coup, on a commenté 2 combats ensemble. On a commenté. C'était Ça a été vraiment un plaisir en tous les cas. Donc voilà. Et concernant la suite de ta carrière pour l'instant, donc est-ce que tu penses que tu voudrais redisputer encore un championnat de France pour bien te mettre dans les rails? En tous les cas, pour l'instant, t'as rien à prouver concernant le championnat de France. Donc tu l'as déjà conquis 2 fois, tu l'as défendu aussi à plusieurs reprises, dont aussi la dernière fois c'était contre Greg Tony. Ah ouais. Janvier 2014. Voilà, en janvier 2014, donc tu n'as rien à prouver, mais pour l'instant, pour te remettre sur les rails, voilà, est-ce que tu penses de disputer peut-être un championnat de France avant de éventuellement obtenir une chance européenne? Soit un titre BU, soit Union européenne ou bien. Après, Jalil, moi, à chaque fois que je me suis prononcé, ça s'est jamais passé comme je le voulais. Ouais. Donc ça reste des ambitions, essayer d'aller loin. Voilà, l'expérience, elle me fait dire que maintenant je vais prendre ce qu'on me donne. Ouais. Ça peut être un championnat de France, ça peut être un 8 rounds, ça peut être, je sais pas moi, un titre Méditerranée. Maintenant l'important c'est de boxer. Ouais. Voilà, c'est parce qu'à chaque fois que j'ai fait des plans sur la comète, ça s'est jamais passé comme je le voulais. Et maintenant non, maintenant c'est déjà assez dur de boxer en France. Donc on va privilégier aussi la piste internationale parce qu'on m'a proposé déjà des combats internationaux à l'étranger. Et maintenant, voilà, la chose la plus importante en vrai avant tout ça, c'est l'entraînement. C'est d'être présent à l'entraînement, c'est de me sentir bien, de retrouver les sensations. Et enfin, les sensations, je les ai déjà retrouvées parce que j'ai retrouvé le chemin de la salle. Mais c'est vrai que voilà, vraiment reprendre confiance au niveau de ma blessure. Voilà, maintenant que ça va mieux, pas de soucis, ça va mieux. Voilà, redévelopper mon bras arrière parce que c'est vrai qu'avec cette dernière blessure, j'avais un petit peu de problème à lâcher mon bras arrière. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est toujours continuer à travailler comme ça. Et après, se tenir prêt parce que maintenant, voilà, je fais le même constat que tous les boxeurs français. On appelait à la dernière minute. Donc, faut être prêt. Faut être prêt tout simplement, voilà. Après, faut être prêt pour un 8 ou un 10, déjà à l'année, tout le temps. Et puis, si on arrive à avoir un mois, voire 8 semaines, pour un 12, là, c'est le top du top. Mais ouais, sinon, il faut être prêt constamment. Il n'y a pas de secret. Ouais, c'est ce qui s'est passé avec Erkan. Pour saisir les opportunités, voilà. Là, par exemple, pour le 5 mars, on me proposait 2 combats. Un vraiment très intéressant et un autre un peu moins mais qui était malgré tout voilà, télévisé en direct sur une chaîne nationale, pas en France bien sûr, mais malheureusement voilà, il y a une part de destinée aussi. Depuis le mois de septembre je cravache et je m'entraîne, donc je suis prêt à le faire et au moment où ça tombe là il y a une grosse épidémie de grippe et de gastro sur la région lyonnaise. Donc voilà, je suis tombé malade à ce moment-là, donc ça bousille tous mes plans. Ouais. Mais après voilà, ça arrivera quand ça doit arriver. Moi je regarde, j'ai toujours comme exemple un gars comme Jean-Baptiste Mendy, qui était champion de France, champion d'Europe, champion du monde, chez les légers, super léger. Et le mec qui est arrivé là, il est devenu champion du monde je crois à 38 ans ou 37 ans. 37 ans, alors que c'était un mec qui a 31 ans, on disait ouais il est fini et tout. Après c'est vrai que moi ça me tient un peu à cœur parce qu'on a eu le même entraîneur, Waré Amri, qui a fait des miracles avec lui. Et voilà, c'est vrai que voilà, en juin 2014, j'ai pas 29 ans et tout le monde me dit déjà je suis à la retraite. Et voilà, 1 an et demi après, j'ai boxé. Bon, même si c'était des 6 rounds et que ça allait au point, mais voilà, j'étais capable d'organiser, de boxer. Donc voilà, faut pas se prononcer sur l'avenir, faut prendre les choses comme elles viennent et puis faire au mieux, c'est tout. D'accord. Et donc, pour cette année, est-ce que tu vises, toi, personnellement, même si tu attends des combats, tu vises quand même un titre Cette année, j'aimerais bien disputer un 12 rounds. Hein? J'aimerais bien disputer un 12 rounds. Ah, 12 reprises cette année-là. Ouais. Donc tu prends. Ouais, j'aimerais bien. Après, je sais pas quand, peut-être. Donc 12 rounds, c'est soit championnat Union européenne ou bien championnat d'Europe, ou même un championnat ceinture internationale. Une ceinture internationale ou ou un combat. Voilà. Mais ouais, un 12 rounds, ça m'intéresserait beaucoup. Ouais. Alors si tu commences à monter dans les classements, c'est là que tu commences à avoir plusieurs propositions. Il n'y a pas de secret. Voilà, il n'y a pas de secret. Après, on m'a fait des propositions. On m'a fait des propositions contre des noms, si je les dis maintenant, et qui vont paraître un petit peu... mais qui m'intéressent vraiment. Voilà, c'est des combats. Avec 1 ou 2 combats, on se retrouve dans les 20, voire 15 meilleurs mondiaux.
Donc après, ouais, bien sûr, moi, j'attends que ça. C'est motivant. Et j'espère, pourquoi pas. Je dis pas forcément gagner, mais je vais le tenter. Je vais le tenter. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est en battant les champions qu'on devient champion. C'est pas en battant des seconds couteaux qu'on fait croire au monde qu'on devient champion. Et c'est notre problème en France. C'est qu'on croit qu'en vendant aux gens qu'on boxe des numéros 3 ou 4 dans leur pays, que c'est des tueurs à gages. Non, affrontez les meilleurs. C'est là que vous ferez. Moi, je vois un mec là comme. Un mec que tu as interviewé, par exemple, comme Adila Mouhmadi, qui a affronté James Digel. Voilà, et il l'a dit lui-même, j'ai écouté, j'ai interview. Il a dit qu'il avait énormément appris, mais ce qu'il sait pas, enfin ce qu'il sait ou qu'il sait peut-être pas, c'est qu'en Angleterre, moi où je vais souvent, c'est que son nom maintenant, voilà, c'est une pointure. Ils savent qui est ce gars. Alors bon, en plus, même James Degal, il ne sera pas peut-être enchanté de le rencontrer encore à nouveau. Une revanche, par exemple, voilà. Une revanche, il ne sera pas spécialement motivé. Il est devenu champion EBU. Mais voilà, après son combat contre Digel, voilà, les gens se sont dit, bah, en France, il y a un super moyen qui dégage. Voilà, il y a un autre gars aussi comme Yvan Mendy, que j'ai vu aussi il n'y a pas longtemps sur beIN Sport, pareil, bravo, il est parti battre un champion olympique. Et ben c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Alors oui, on dit oui, mais on nous prend pour de la chair à canon. Ouais, c'est vrai. Mais si vous, dans votre tête, déjà, vous n'êtes pas parti pour gagner, c'est sûr que vous ne gagnerez pas. Après, il faut avoir... Alors, en boxe, tout peut se passer. En boxe, tout peut se passer. On l'a vu avec le championnat du monde des poids lourds, IBF. Voilà, le mec qui se brise la jambe, Vyacheslav Glazkov, un mec que je connais bien. Que tu as déjà boxé en amateur. Et donc il se brise la jambe. Donc ça veut dire que le mec en face, Charles Martin, il devient champion du monde des poids lourds. L'une des plus belles choses dans la boxe. Sur une blessure. Sur une blessure. C'est un truc. C'est destin. C'est un truc qui est. Voilà, c'est magique. C'est bien pour l'autre, malheureux pour l'autre, mais malheureux. C'est comme ça, la ceinture elle est là. S'il n'y était pas allé, il ne serait peut-être devenu jamais champion du monde. Là, peut-être qu'il va perdre sa ceinture, peut-être qu'il va la garder 10 ans, on ne sait pas. Mais au moins, il va boxer contre Joshua bientôt là. Ouais, exactement. Le Britannique Anthony Joshua. Voilà, donc on va parler juste un petit peu des boxeurs aussi qui sont sur le territoire français. Carlos Takam qui devait normalement disputer un combat contre Ortiz, le Cubain. Gaucher Luis Ortiz. D'accord. Ça c'est malheureusement pas fait. Alors, je sais pas si c'était annoncé au départ et puis ça s'est pas fait. Je suis pas du tout au courant. Et sinon Johan Diopa qui devrait normalement disputer un championnat d'Europe. Non, c'est une ceinture WBC Silver. Contre le cauchemar nordique Elenius. Ouais, le cauchemar nordique est Robert Elenius. Donc Elenius qui est invaincu. Je crois que c'est début avril, je crois. Ouais, c'est bientôt. C'est début avril. Ouais. Donc c'est début avril. Donc ouais, je pense qu'il doit trembler malgré tout Elenius. Parce qu'il a dû voir la prestation de Johan contre Wilder. Donc franchement, moi j'y crois pour Johan et j'espère vraiment qu'il va la prendre cette ceinture. On va lui souhaiter bonne chance. Parce que c'est vrai que le schéma, il est beau. Hein. Elenius, déjà avant, je le trouvais pas extraordinaire. Je le trouvais pas hyper bon. On le vendait comme le nouveau, je sais pas moi, Klitschko. Je sais pas pour qui on nous le vendait. Ouais. C'est vrai qu'il a battu quelques gars. Mais voilà, moi j'ai préparé Derek Chisora. Et voilà, Derek Chisora, il perd jamais contre lui. Ouais. J'ai préparé Derek Chisora pour son championnat d'Europe contre Elenius. Et voilà, Chisora, on le met perdant, mais il perd jamais. Et donc de là, les gens ont commencé à comprendre que finalement, il n'était pas exceptionnel. Donc là, on parle de ça, c'est en 2011 déjà. 2011. Donc il y a 5 ans qui sont passés, le gars est revenu, il frappe, ça reste un poids lourd, il boxe. Parce que malgré tout, c'est un mec qui a fait l'équipe de Finlande, qui a fait des tournois amateurs. Il a une bonne carrière amateur. Qui a un bon bagage amateur. Donc c'est quelqu'un qui sait boxer. Mais je pense que dans la position actuelle, moi j'ai lu dans certains forums que bon, c'était assez égal. Mais moi je pense que Johan part avec une longueur d'avance. Ouais. Par sa prestation. Il a plus que toutes ses chances. Pour moi, je pense que s'il ne le bat pas, ce serait une déception un petit peu. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, je le vois meilleur que Elenius. Bien sûr. Ouais. Il faut dire qu'Elenius aussi, pendant un certain temps, il s'était arrêté. Donc là, il a repris. Ouais. Donc, il est revenu. Après, voilà. Mais je ne sais pas s'il a... je ne trouvais pas qu'il avait déjà très très faim à l'époque où... Ouais, déjà. À l'époque où il était... Quand il a boxé contre Chisora. Ouais, voilà. Mais là, je pense que Johan est plus agressif, qu'il est plus, plus rugueux. Donc, il pourrait. Moi, je le vois bien l'étouffer. Moi, je vois bien Johan étouffer. Mettre une grosse pression pour l'étouffer. Ouais, vraiment. Voilà. Il va boxer en terrain hostile, donc au niveau des. C'est vrai, mais après, comme je te dis, il faut y aller. À un moment, il faut y aller.
Et il a raison, il a tout à fait raison, parce que si gambergeait comme ça, je pense pas que Johan gamberge comme ça, il n'aurait pas battu Manuel Charr. Il est parti le battre. Ouais, il est parti, et c'est de là que tout s'enchaîne. Ouais, derrière, il accepte Wilder avec 5 semaines. Ouais. Voilà. Donc là, maintenant, il a largement le temps de prendre, de s'entraîner, de se préparer plutôt. Ouais. Donc là, je pense qu'au contraire, là, il a beaucoup moins la pression que contre Manuel Charr et contre Wilder. Là, il disait contre Manuel Charr qu'il n'avait rien à perdre, alors que là, il y va vraiment pour gagner. Là. Voilà. Et la différence entre Helenius et Charr, c'est que Charr, il a été challenger mondial. Même si Helenius est meilleur pour moi, mais Charr il a été. Et de là, c'est parti. Donc, pour Johan, tout s'est enchaîné. Donc là, je pense qu'au contraire, je pense que le risque, il est moindre. Parce qu'au final, avec l'année 2015 qu'il a eu, je pense que là, c'est moins risqué. Ouais, même si on part sur le principe que c'est la Finlande, que le gars est chez lui, je pense que c'est moins risqué. Ouais. Je pense qu'il a beaucoup plus de chances. Il a plus de chance, on va lui souhaiter bonne chance en tous les cas. Bien sûr, et après, voilà, sur WBC Silver, derrière, il peut refaire un championnat du monde, c'est magique. Franchement. Pourquoi pas un combat contre toi? Alors, je l'ai déjà interviewé. Il m'a dit qu'il a beaucoup de respect pour toi. Il m'a dit pourquoi pas, si jamais il y a un combat. Voilà, forcément. Un beau duel franco-français. Nous, voilà, les duels franco-français, tout le monde. Surtout dans le contexte dans lequel on est, faut qu'il y ait de l'enjeu. Bien sûr, boxer Johan, ça c'est. Voilà, boxer n'importe qui. Tu me dis Louis Ortiz, moi tu me donnes Louis Ortiz, tu me donnes un mois, j'y vais. On m'a donné Erkan Teper qui après voilà, au final, après sa finale contre Price, il s'est classé numéro 5 mondial. Numéro 5 mondial, je l'ai boxé avec une semaine. J'avais pas à rougir devant lui. Donc après faut boxer tout le monde. Du moment que le jeu en vaut la chandelle et qu'il y a une possibilité. S'il y a une ceinture en jeu, s'il y a même l'aspect financier lui aussi, il faut rien pour rien non plus. Voilà, parce que voilà, à ce moment-là, on peut dire ouais, Wata il est dur. Là, on peut dire ouais, si je négocie, bien sûr, je vais pas aller faire une demi-finale mondiale ou un truc pour 3 francs 6 sous. Il y a des risques parce que je peux faire cette demi-finale mondiale, la perdre et être jeté aux oubliettes. Mais donc je suis jeté aux oubliettes. En plus, j'ai les poches vides. Et en plus, je perds de ma santé. Il y a un moment. On y laisse 3-4 plumes à chaque fois. Voilà. Donc après, c'est vrai que si le risque il est un peu moindre, si on sait qu'on peut et on a de grandes chances de gagner, peut-être, pas faire de manière sur la bourse. Voilà. Prendre, je sais pas moi, prendre à 75 000 € plutôt qu'à 100 000 €. Si on pense qu'on a 70% de chances de gagner, d'accord. Mais si on tombe sur un tueur à gage et qu'on risque de se faire mettre KO et de retomber, d'aller au cimetière, quoi. Non, mais on exagère quand on dit ça, mais en gros, voilà quoi, assurer au moins assurer nos arrières. Ouais. Parce que la boxe, on peut être passager, on peut briller pendant, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8 combats, devenir un super espoir. Du jour au lendemain, terminé. Et voilà. Ouais, voilà, c'est ça. En tous les cas, merci beaucoup pour cette interview, Naofel. On va te souhaiter bonne chance pour la suite de ta carrière, en espérant sincèrement pour toi de décrocher un titre majeur pour cette année 2016. Faire des bons affrontements. Voilà, le plus important, c'est les affrontements de grande qualité. Voilà, de qualité. Après les ceintures, ça vient quand ça doit venir. Mais voilà, moi on me propose un gros nom sur 10 rounds, même sans ceinture, je prends. Voilà, après c'est. Faut que ça motive à un moment donné, faut voilà. Tu vas être en pleine maturité pour pouvoir obtenir n'importe quelle se faire plaisir. Opportunité. Avant toute chose, se faire plaisir, voilà. Et franchement, c'est le plus là où il y a le plus d'excitation, le plus de stress, le plus d'enjeux, c'est dans les grands affrontements. Faut que voilà, c'est toutes ces choses qui nous font aimer la boxe. C'est vraiment offrir un spectacle de qualité aux gens et aussi voilà fédérer un petit peu cette discipline aussi. Tout simplement. Voilà, simplement. Encore merci. À bientôt, Naofel. À plus. Ciao, merci.